Bonsoir Général Pierre de Villiers, merci d'être notre invité. Vous publiez « Qu'est-ce qu'un chef » aux éditions Fayard. Merci de nous réserver votre première interview à la télévision. On se souvient de vous, bien sûr, comme chef d'état-major des armées. Vous aviez eu un différend avec le président Macron, vous aviez choisi de démissionner et vous en aviez parlé dans votre précédent livre « Servir » qui paraît aux éditions Pluriel. Ça c'est une chose, mais en revanche vous revenez avec un nouveau livre sur « Qu'est-ce qu'un chef ?» On va le montrer, c'est chez Fayard, je le disais. Mais peut-être qu'avant, je pense que les Français ont envie de savoir qu'est-ce que vous avez fait cette année, qu'est-ce que vous êtes devenu, comment est-ce qu'on passe de la vie d'un chef d'état-major eh bien, à une autre vie, à la vie civile. Bonsoir Ruth Elkrief et merci de m'inviter. J'ai mené une vie très dense parce que, après l'écriture de mon livre, j'ai souhaité aller à la rencontre des Français qui étaient très nombreux dans les librairies à chaque fois, des centaines de personnes qui voulaient que je dédicace le livre. Et cette rencontre m'a été très utile. J'ai aussi travaillé pour les entreprises, depuis les petites PME jusqu'au groupe du CAC 40. Je m'occupe aussi de l'Union nationale des footballeurs professionnels pour essayer de revaloriser l'image des joueurs de foot avec un grand projet qui s'appelle Positive Football. Je fais beaucoup de choses et puis j'ai écrit quand même, comme vous l'avez dit, 2 livres en un peu plus d'1 an et moi j'ai personne pour les écrire, je les écris moi-même, c'est un gros travail. Et ce livre sur l'autorité, donc le leadership, je dirais, alors c'est un mot anglais évidemment, mais il est fondé sur votre analyse que on a un problème d'autorité en France, elle est mal exercée, elle n'est pas suffisamment bien exercée, que ce soit dans l'entreprise, peut-être dans d'autres milieux de la société. Et votre modèle, celui que vous citez régulièrement, c'est le maréchal Lyautey. Vous pensez que votre définition du chef, elle doit s'appliquer dans tous les domaines aujourd'hui, et vous l'expliquez, l'armée est un modèle? Je crois que l'armée est surtout un laboratoire et j'ai eu la chance de servir pendant 43 ans auprès d'hommes et de femmes exceptionnels et de réfléchir à ce thème du chef parce que dans l'armée, on amène nos soldats, nos marins, nos aviateurs au combat pour y laisser parfois leur vie, pour le sacrifice suprême et pour le service de la France et pour gagner la guerre. Donc je crois que ce que l'on fait nous avec les soldats, je crois qu'il y a des parités, des similarités avec la société. C'est ce que j'ai voulu faire au travers de ce livre, expliquer qu'un chef, c'est d'abord quelqu'un qui est dévoué pour les personnes qu'il a l'honneur de commander. Toute autorité est un service et qu'au centre de ses préoccupations, chaque matin, il doit y avoir, pendant toute la journée, les hommes et les femmes qu'il a l'honneur de diriger ou de commander. Être sérieux sans se prendre au sérieux, le chef doit se maîtriser pour maîtriser le pouvoir qu'il exerce. Méfions-nous de l'orgueil qui aveugle. Le chef doit être un absorbeur d'inquiétude. Il doit être bien sûr exemplaire. Voilà quelques-unes des idées que vous développez longuement et enfin vous allez plus loin. Toute vérité n'est pas forcément agréable à entendre lorsqu'on est chef et pourtant il faut qu'il puisse l'entendre. La réussite d'un groupe est à ce prix-là. Bon, c'est quand même une critique ou un enseignement que vous voulez donner sur la manière d'exercer l'autorité. Il y a des défauts français ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, il y a une crise de l'autorité en France, mais pas simplement en France, dans l'ensemble du monde occidental. Ça se traduit par des difficultés sociales, sociétales et aussi politiques, avec un grand P, le gouvernement de la cité. On voit bien qu'il y a un fossé qui s'est creusé et qui continue à se creuser au quotidien entre ceux qui sont au sommet et qui décident et ceux qui sont dans les échelons d'exécution, qui ne comprennent pas toujours. Et ce fossé est très préoccupant. Je crois qu'il faut que nous améliorions notre manière de diriger. Et ce livre s'adresse à tous les Français et les Françaises parce que, en réfléchissant bien, on est tous responsables de sa propre vie, de sa propre direction, suivant l'expression au premier chef. Donc cette question, qu'est-ce qu'un chef aujourd'hui, me semble essentielle. Évidemment, quand je le lis, je me dis, même quand je vous écoute, je me dis,
on voit bien qu'il y a des problèmes d'autorité, que le président Macron, qui était en itinérance mémorielle, allait au-devant des Français pour écouter, dit-il. Je vous ai entendu dire que vous alliez écouter aussi les Français. Et puis, il est critiqué parce qu'il a l'air d'être loin des Français, parce qu'il a l'air de ne pas suffisamment expliquer sa politique, de ne pas être entendu, compris. Bon, en gros, est-ce que c'est une forme de contre-portrait d'Emmanuel Macron, votre livre ? Alors, absolument pas. Je dois vous dire que quand j'ai écrit ce livre, je ne l'ai pas écrit pour ou contre une personne, telle ou telle, en l'occurrence le président de la Macron. République. Il a été élu président de la République, il a été chef des armées, il a été mon chef. Je reste dans la totale loyauté de l'officier français, et donc je n'ai pas écrit pour critiquer telle ou telle décision. Moi, je l'ai écrit pour essayer de corriger les insuffisances que j'ai notées ces derniers mois dans tous les domaines et dans la société. Je crois qu'il faut revenir à cette notion d'autorité qui consiste à élever, auctoritas en latin, élever vers et tirer finalement cette obéissance d'adhésion, cette obéissance active, cette obéissance d'amitié, disait le général Frère, cette belle expression, de façon à éviter que ce soit une pression qui s'exerce du haut vers le bas, mais bien une subsidiarité, c'est-à-dire chacun décide à son niveau, une délégation, une responsabilisation qui monte pour faciliter le travail du chef. Voilà l'idée que je développe dans mon livre. Après, vous avez raison, il y a plein de qualités pour être chef. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui d'être chef parce qu'il y a des facteurs de pression, le temps presse, le temps stresse. La situation au plan de la sécurité internationale est difficile, les nouvelles technologies bouleversent ces organisations. Incontestablement, il y a une crise de l'autorité, il y a un retour de l'individualisme, voire de l'égocentrisme. Et moi, je crois qu'il faut revenir à un chef ouvert sur les autres et non pas tourné vers le pouvoir, un chef de responsabilité. Néanmoins, je répète ma question d'une autre façon, parce que là je m'adresse aux citoyens. On est sur ce plateau régulièrement à analyser la vie politique et on s'interroge sur les modes de gouvernance. Est-ce que le mode de gouvernance d'Emmanuel Macron, qui vient de l'extérieur, qui n'était pas dans un parti, qui a voulu restaurer la verticalité, est-ce que c'était trop vertical? Est-ce que ce n'est pas assez dans l'adhésion, selon les critères du chef, tels que vous les définissez? Je crois que le point central, et dans ce livre je m'adresse à tout le monde, y compris à ceux qui aujourd'hui sont dans la politique, mais à tout le monde, aux jeunes d'entreprise, aux associations, dans tous les domaines. Le point central, c'est de revenir au cœur de la responsabilité qui est le service de ceux que l'on commande. La performance, l'efficacité, les gains de productivité, la rationalisation, la meilleure organisation, les processus, c'est bien, c'est nécessaire, de même que la comptabilité financière. Mais ça ne fait pas une vision, ça ne fait pas une adhésion. Et pour que les hommes et les femmes adhèrent et aient cette vision positive de l'autorité, il faut revenir au cœur, la personne. Un mot alors sur les cérémonies. Là, c'est le militaire que j'interroge. Bien sûr, les cérémonies du 11 novembre, évidemment, le centenaire, hier, des moments très émouvants, un rappel des morts, bien sûr, et leur mémoire. Elles se sont déroulées comme vous l'auriez aimé, ou vous auriez vu autre chose comme célébration, enfin... J'ai trouvé très émouvante cette semaine de commémoration parce que, vous savez, quand on est un ancien soldat comme moi, on a réfléchi à tout ça. Moi, j'ai conduit des opérations, j'ai eu des blessés, des morts, et je connais le prix de la paix dans ma chair. Et donc, j'ai trouvé extrêmement émouvante cette semaine. Après, j'ai regretté cette polémique parce que pour moi, le cas Pétain a été tranché, jugé, et il n'y a pas de raison d'y revenir. Et quand on est dans une semaine de commémoration, comme son nom l'indique, de fusion, de cohésion nationale, de fraternité, j'ai trouvé que c'était dommage qu'il y ait cette polémique. Juste, on va l'écouter, Emmanuel Macron, et je voudrais comprendre ce que vous me dites. Vous n'êtes pas du tout d'accord, du coup, écoutons-le. Pétain, avant, a été un maréchal de la Grande Guerre.
Et donc, ça n'est pas... Il faut regarder l'histoire en face. Le général de Gaulle l'avait aussi dit lorsqu'il a été à Douaumont en 1966. Et donc, je ne pardonne en rien, mais je ne gomme rien de notre histoire. Et donc, il y a eu des hauts faits militaires, il y a eu une forfaiture dans la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes aux côtés de tous ceux qui ont été déportés, victimes de la Deuxième Guerre mondiale, et nous le serons toujours. Oui, ben moi je crois que cette polémique était dommage. Je trouve que dans un moment de communion nationale comme ça a été, il ne fallait pas un beau parler moment. d'hommage du tout. En fait, on ne doit pas, vous, le militaire, l'ancien chef d'état-major, vous nous dites Pétain a été frappé d'une peine d'indignité nationale, la question a été tranchée, on ne doit pas rendre hommage à Pétain. Ben, je crois que c'est tranché et on n'a pas à revenir sur ce qui a été tranché dans l'histoire. C'est très dangereux de raviver les plaies. Moi, je suis vraiment frappé par le climat actuel dans le monde, dans l'Europe et en France. Je crois que ce climat, il est extrêmement important de le prendre en compte et de le garder à l'esprit. Il y a une espèce d'inquiétude qui s'est transformée en doute. Le doute, c'est le début de la défaite et maintenant, on est dans la colère dans certains pays européens et on le voit en France par cet étrange climat en ce moment. Donc je crois que tout ce qui désunit n'est pas bon et tout ce qui est uni est nécessaire. Et un des filtres, un des critères dans les décisions à prendre pour un dirigeant, je crois que c'est cette nécessité d'unité. Et cette cérémonie hier était magnifique d'unité, symbolique, avec les chefs d'État qui étaient là. La semaine l'a été moins. Juste pour finir, donc, c'était une forme de faute de gouvernance, une faute d'un chef d'intervenir sur un champ qui pouvait diviser. Je crois que, encore une fois, quand l'histoire a été jugée et tranchée, on n'a pas à revenir dessus. C'est pas la peine. Ça n'apporte aucune plus-value. Donc moi, je le déplore. Voilà. Alors après, on a eu aussi... Est-ce que les militaires, est-ce que l'état-major n'avait pas envie d'un hommage à tous les maréchaux, y compris Pétain? Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que c'était pas aussi une forme de signal, peut-être, d'Emmanuel Macron à une partie de l'opinion ou de la droite? On peut le... Moi, je ne sais pas. Je trouve que la commémoration consiste à fêter la victoire, le retour de la paix. Je n'oppose pas les deux, parce que gagner la guerre, gagner la paix, tout ça doit être dans le continuum. Sécurité, développement, c'est la même chose. Je ne comprends pas qu'on oppose les deux. Et du caporal au général. Du caporal au général. Et ça me paraît évident. On a fêté les poilus et... on fête les maréchaux, c'est l'ensemble qui a gagné. Mais après, je crois que il ne faut pas tomber dans cette espèce de division permanente en ravivant les plaies. Je crois que vraiment c'est pas bon. Il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Pour moi, c'est clair. Enfin, c'est mon avis. Emmanuel Macron, il a évoqué aussi l'idée d'une armée européenne. Vous avez vu, ça a mis beaucoup en colère Donald Trump, qui a dit depuis quand maintenant une armée européenne, alors qu'on a l'OTAN, il faudrait déjà peut-être financer l'OTAN, ça suffirait. Alors, l'armée européenne, c'est toujours pareil, c'est une question de définition des mots. Les mots sont aussi des idées. Si l'armée européenne consiste à faire des projets pour construire une Europe forte, capable, dans le concert des nations aujourd'hui, de peser. Des projets à géométrie variable, interétatiques, comme par exemple tel ou tel équipement en commun, telle ou telle opération commune, telle ou telle formation logistique. Très bien, c'est indispensable, allons-y, et beaucoup plus vite qu'aujourd'hui, parce que, j'allais dire, il y a le feu aux lattes pour construire cette Europe forte. Si l'armée européenne consiste à juxtaposer des forces, à les fusionner, et en faire des unités de combat aux ordres d'un état-major hypothétique à Bruxelles, je vous dis impossible, et le rêve se transformera en cauchemar. Il ne faut pas tuer la belle idée européenne qui est nécessaire, il nous faut une Europe forte, mais il faut que cette Europe forte se construise sur les souverainetés des nations, dans une souveraineté française, Europe forte, souveraineté française, interétatique à géométrie variable. L'inquiétude d'Emmanuel Macron sur le retour des nationalismes qui sont les contraires du patriotisme, ça, vous l'entendez? Bah écoutez, je comprends le retour des États-puissances, moi. Aujourd'hui, le monde est en fusion, en confusion. L'histoire s'écrit sous nos yeux.
on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Le terrorisme islamiste radical, le retour des États-puissances, le dérèglement climatique, les migrations incontrôlées, ce sont 4 menaces très importantes pour l'équilibre du monde qui fait que le monde est dans une instabilité grandissante. On est probablement à un point de bascule quand on prend un peu de recul historique. Les années 30, vous l'avez entendu, on l'a entendu un peu hier. Vous pensez qu'on revit cette époque? L'histoire ne repasse pas les plats, mais il y a des constantes. Et quand on se situe dans la situation actuelle du monde que je viens de décrire, je crois qu'il faut prendre à sa juste mesure la dangerosité du monde et surtout son instabilité. En fait, est-ce qu'il y a un risque de guerre aujourd'hui, plus généralisé, l'inquiétude qui s'est exprimée hier pendant cette cérémonie, vous la croyez largement justifiée? Mais l'inquiétude, elle est réelle. La paix est un bien précieux qu'il faut savoir considérer comme tel. Et la paix est le seul état qu'il faille défendre. Et parfois défendre la paix, il faut la force, parce que la violence ne recule que devant la force. Ce n'est pas, moi je suis un grand pacifique, je ne suis pas un pacifiste. Et je crois que, effectivement, la situation du monde aujourd'hui est très tendue. Je l'ai vécu comme chef d'état-major. Permettez-moi de vous dire que des guerres nous en avons mené, et que quand vous voyez la situation en mer de Chine, les tensions, au Levant, les énormes tensions, l'Afrique du Nord, l'Europe de l'Est. Demain, c'est le 13 novembre, et là, vous avez vécu ces attentats, vous l'évoquez, avec la tension, bien sûr, qui a prévalu et les drames. Vous avez le sentiment qu'avec la fin de l'état physique de Daesh, est-ce qu'aujourd'hui, on en a fini ou pas avec cette menace? On n'en a pas fini avec le terrorisme islamiste radical qui frappe au quotidien, aujourd'hui, de par le monde. Tous les jours, il y a des attentats, avec les mêmes modes d'action que ceux que nous avons subis en France, par exemple le 13 novembre. Nous avons mis un coup d'arrêt à Daesh, incontestablement, en les chassant de l'Irak, et le travail est en train de se terminer en Syrie. Mais le terrorisme islamiste radical, qui est une menace, une idéologie qui repose sur la barbarie, elle est mobile, géographiquement, et mutante dans son état. Souvenez-vous d'Al-Qaïda, les 2 tours. Ensuite, on a eu Daesh, il y a aussi Boko Haram, et il y a une palette de mouvements, c'est la même idéologie. Et en France, à l'intérieur du territoire français, je vous pose cette question parce que votre frère, Philippe de Villiers, qui écrit aussi beaucoup de livres et qui marche très bien, qui sont très lus, affirme que lorsque vous étiez chef d'état-major, vous avez dit si, je cite, ça pète dans les banlieues, eh bien nous ne sommes pas prêts. C'est vrai? Il y a 2 questions dans votre question. Il y a le fait que ce soit mon frère qui ait dit ça, et ensuite, il y a les banlieues. Je vais vous répondre sur les 2 questions. Oui, merci. La première question, sur mon frère, j'ai toujours veillé, dans l'exercice de mes responsabilités, c'est une question d'éthique personnelle, à séparer les variables, est extrêmement prudent et cloisonné. Et d'ailleurs, mon frère Philippe a fait de même, et dans cette interview auquel vous faites allusion, il a précisé lui-même, mon frère est un soldat, et il a utilisé l'expression de la grande muette. Oui, mais quand même, vous êtes d'accord avec lui ou pas? Alors, attendez, je termine sur mon frère. Sur mon frère, je ne voudrais pas que le fait que nous soyons désormais 2 hommes publics, avant, il était le seul. J'étais relativement discret comme chef d'état-major des armées. Je ne voudrais pas que ce fait ne fasse que certains cherchent à mettre des coins entre notre affection mutuelle. Je ne l'admettrai nullement, à aucun prix. Pour moi, l'unité familiale, ça compte plus que tout le reste. Après, par rapport à ce qu'il a dit sur les banlieues, je crois que la situation dans les banlieues est extrêmement grave. Je l'écris dans mon livre, dans le détail. Ce que je dis n'est pas neutre, c'est bien pesé. Et si nous n'arrivons pas à intégrer une partie de cette jeunesse dans les cités des banlieues, le plus vite sera le mieux. Eh bien, un certain nombre partent déjà chez Daesh et d'autres ne seront plus récupérables par rapport au creuset national de notre pays. Et je crois qu'il y a un enjeu majeur aujourd'hui sur ce plan de l'intégration. Du coup, vous allez faire de la politique avec lui ou pas? Ou c'est quelque chose qui se pose comme question? Non, mais moi, je suis un soldat. Donc, je resterai un soldat. Je le dis à temps et à contre-temps.
je ne suis pas dans cette logique politique. Ça peut surprendre, mais c'est comme ça. Et il peut y avoir des gens sincères qui disent ce qu'ils pensent. Je ne suis pas dans cette logique politique. Je suis un soldat. J'ai une dernière question. Comme soldat et comme ancien chef d'état-major, est-ce qu'on vend des armes à l'Arabie Saoudite qui peuvent tuer des civils au Yémen aujourd'hui? Alors, moi, j'ai quitté les affaires il y a un peu plus d'un an et demi bientôt. On a vendu des armes en Arabie Saoudite, comme dans les tas de pays dans le monde. La procédure d'exportation de vente d'armes est extrêmement sécurisée, si je puis dire. Et après, in fine, ce sont des décisions politiques. Donc les militaires dans cette affaire n'ont qu'un avis technique, mais la décision est politique et la commission interministérielle d'exportation des matériels de guerre, la CIEMG, est pilotée par le Premier ministre. Donc ce sont des décisions politiques. Il y a oui, mais concrètement, vous le saviez, vous l'avez vécu. Est-ce qu'on a vendu ou est-ce qu'on vend encore des armes à l'Arabie Saoudite qui peuvent être utilisées par l'Arabie Saoudite contre des civils? Ah mais on vend des armes à l'Arabie Saoudite, mais cette procédure est encadrée et je suppose qu'aujourd'hui, puisque le cas se posait moins, il y a 18 mois, soyons honnêtes, il y a 18 mois, l'Arabie Saoudite n'était pas dans l'état dans lequel il se trouve, ce pays. Je suppose que tout ça est encadré et que chaque facteur est pesé. En tout cas, moi, quand j'étais aux affaires, tout ceci était extrêmement évalué à l'aune d'un certain nombre de critères, dont celui-là. Merci beaucoup, merci Pierre de Villiers. Qu'est-ce qu'un chef? C'est chez Fayard, votre dernier livre. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est tout de suite le 20h politique avec Alain Marchal. Merci.